Bonjour à vous. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. C'est très important pour moi. Éventuellement un petit don, lien dans la description, cela me permet de publier régulièrement. Merci à tous de votre soutien à cette chaîne et encore un grand merci à tous les généreux donateurs. Donc là, c'est le point sur l'Ukraine du 11 mai 2024 avec comme titre principal l'OTAN a définitivement renoncé à envoyer des troupes se battre en Ukraine. Bon, en réalité, ils n'ont pas vraiment renoncé puisqu'ils n'y ont jamais réellement songé, à part Macron et quelques pays baltes. Voilà, mais c'est tout, hein. Ceux qui ont eu des velléités d'envoyer des troupes, c'était la Pologne, l'Estonie, la Lituanie, éventuellement la République tchèque. Mais ceux qui pensaient, qui en parlaient, c'est Pologne, Lituanie, Estonie. Voilà, pour le reste, non, il n'en a jamais été question. D'ailleurs, quand Macron avait fait son annonce fracassante, il était tout seul, parce que même quand il a fait son annonce fracassante, même la Pologne n'avait pas suivi en disant qu'il n'enverrait pas de troupes en Ukraine. Bon, après, la Pologne s'est légèrement assouplie en disant, bon, on va peut-être y songer, sous l'insistance de Macron, mais c'est tout. Alors, le fait que l'OTAN, là, les médias disent qu'il renonce à envoyer des troupes en Ukraine, bon, c'est un petit peu un secret de polichinelle, il n'y avait aucun suspense en réalité. Alors, autre information importante, on a eu une offensive de taille moyenne exécutée par les Russes à la frontière russo-ukrainienne, donc au nord de Kharkov. Je vous rappelle que la frontière russo-ukrainienne par rapport à Kharkov est à environ 40 km environ. Donc là, les inquiétudes des Ukrainiens dont je vous parlais depuis un moment, puisqu'ils voyaient des troupes s'amasser vers la région de Kursk et de Belgorod, eh bien, ils avaient raison. Alors, c'est une offensive de taille moyenne, mais qui est quand même inquiétante côté ukrainien. Parce que est-ce que cela préfigure la future grande offensive venant du Nord et dont je vous parle depuis des mois? Nous verrons bien. En tous les cas, ils ont pris plusieurs localités. Quoi, les Russes ont pris plusieurs localités, donc évidemment, ils font une zone tampon. Cette zone tampon couvre une large bande qui fait environ 5 km de profondeur. On va regarder ça avec une carte afin que ça soit plus clair. On verra aussi des articles afin que on voit ce qu'en disent les médias, les sources. En tous les cas, une chose est quand même à souligner, c'est qu'il y a de cela un peu plus de 2 mois, je vous avais dit que les gens qui étaient à la frontière russo-ukrainienne, mais côté russe, avaient été discrètement payés afin qu'ils évacuent très discrètement, encore une fois, leur localité, qu'ils avaient 2 mois pour cela. Donc, pour ceux qui me suivent assidûment, vous voyez que les rapports russes, là, étaient vrais. Donc, au final, effectivement, cela démontrerait qu'il y ait eu des gens, quoi, des Russes qui ont été payés pour évacuer leur localité afin justement de faire cette offensive. Donc, tout cela apparemment était vrai. Voilà, donc c'était il y a un peu plus de 2 mois que je vous avais dit cela. Alors à ce moment-là, je vous avais dit que cela préfigurait peut-être la grande offensive. Bon, bah ce ne fut pas le cas, c'était pas la grande offensive russe, mais bon, c'était un indice qui au final montrait qu'il y avait bien une offensive de prévue côté russe, tout du moins. Donc les Russes veulent faire une zone tampon principalement pour protéger l'oblast de Belgorod qui ne cesse d'être bombardée, donc principalement par des missiles et des drones.
Donc Belgorod vraiment est une cible de choix pour l'Ukraine qu'il fallait protéger. Et puis en même temps, les Russes devaient faire une avancée tactique. Ils l'ont fait. Alors évidemment, ça inquiète énormément les Ukrainiens, puisque cela s'est accompagné d'une force aérienne russe importante qui a fait beaucoup de bombardements. Donc ils profitent que dans cette région-là, il n'y ait aucune défense antiaérienne, il faut le rappeler. Donc je parle à la frontière russo-ukrainienne, bien évidemment. Donc tout ça est très inquiétant pour les Ukrainiens. Nous verrons tout cela en détail avec une carte, deux articles et de ce que pense l'ISW de tout cela. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cet événement qui est d'importance, hein. Autre information, on a la BBC donc, qui donne des détails vraiment très intéressants sur pas sur le nombre de tués de soldats russes en Ukraine, parce que ça, on en parle régulièrement, il y a des publications tous les mois de la BBC Mediazona. Donc les derniers chiffres en cours, c'était un peu plus de 50 000 morts côté soldats russes. En réalité, il y en a un peu plus que ça. Alors maintenant, ça doit être dans les 55 000, 58 000 à peu près. Évidemment, les chiffres exacts, on ne les connaîtra jamais. En tous les cas, là, on sait qui se fait tuer en Ukraine au niveau des soldats de métier, des volontaires et autres. Donc on verra un diagramme très intéressant de BBC Russie concernant ces statistiques qui sont uniques, hein. C'est la première fois personnellement que je vois ça. Alors évidemment, il y aura d'autres sujets divers, hein. Donc les principaux, ça va être la pénurie d'électricité en Ukraine suite à la destruction, là tout récemment, de trois centrales électriques en Ukraine. Donc ça devient extrêmement difficile pour Kiev d'avoir assez d'électricité, ce qui va avoir un impact évidemment concernant le moral des Ukrainiens, mais aussi la fabrication locale d'armement, bien évidemment. Parce que comme je vous l'avais dit la semaine dernière, on ne peut pas faire une guerre entièrement avec des groupes électrogènes. C'est pas possible. Autre information, on verra la production d'obus occidental qui a bien augmenté au niveau américain, je dis bien au niveau américain. Au niveau de l'Union européenne, cela reste des vœux pieux, parce que malgré les annonces fracassantes de Thierry Breton à la télévision sur les plateaux télé, en attendant, aucune augmentation de la production dans l'Union européenne a été faite. Je parle réellement, effectivement. Donc il y a tellement de problèmes que l'Union européenne rencontre pour mettre en route des fabrications d'obus de 155 mm. Il y a tellement de problèmes que bon, c'est ralenti. Alors évidemment, ça ne veut pas dire que c'est bloqué, ils y arriveront hein, de toute manière, mais bien plus tard. Quant aux 800 000 obus que la République tchèque devait trouver, eh bien apparemment ils en ont trouvé que 100 000. Sur les 800 000, on attend les 700 000 autres. Donc c'est la panique à bord au niveau de l'Union européenne qui a payé pour 800 000 obus. Alors trouveront-ils le restant? Voilà. Alors petite information intéressante que j'ai pu avoir toujours concernant les obus, c'est que aux États-Unis, il y a tellement peu d'obus que l'entraînement sur les systèmes d'artillerie aux États-Unis, donc de ceux qui manient les obusiers, se font avec des obus de Corée du Sud, même pas des obus américains. Donc voilà où on en est. Alors même si là, les dernières nouvelles, les Américains sont passés de 28 000 obus par mois à 36 000 obus par mois, ça reste complètement ridicule, évidemment.
mais tout du moins, effectivement, il y a une montée en production aux États-Unis qui est là vraiment effective, mais très lente. Bien sûr, nous verrons tout cela. Je vous montrerai des documents de l'armée américaine directement quant à leur production d'obus futurs. Voilà. Bon, comme d'habitude, cette vidéo a beaucoup d'informations diverses, comme d'habitude, que vous allez voir, pas seulement les titres que je vous ai donnés. Voilà, je dis ça pour ceux qui me regardent pour la première fois. Et comme d'habitude aussi, cette vidéo est en 3 parties. Nous avons les informations générales qui seront suivies de la conclusion et enfin la carte militaire afin que vous sachiez ce qu'il se passe sur le terrain. Voilà, commençons. Alors on va commencer avec un article de Politico qui nous dit: la Russie met en garde l'OTAN contre une guerre certaine si l'Occident envoie des troupes en Ukraine. Les dirigeants alliés s'empressent de prendre leur distance avec la suggestion du président français Emmanuel Macron selon laquelle les alliés pourraient déployer des troupes sur le terrain pour aider Kiev. Alors là déjà Politico donne le ton. Et effectivement, nous verrons que cela se passe comme ça, effectivement. Passons à un autre article. Politico toujours. Moscou menace de frapper les installations militaires britanniques suite aux propos de David Cameron. Les propos du ministre britannique des Affaires étrangères confirment l'implication croissante de Londres dans les opérations militaires aux côtés de Kiev, selon le Kremlin. Donc vous notez, toujours par rapport à David Cameron, dont je vous avais parlé, le fait qu'il était complètement va-t-en-guerre. N'oublions pas que David Cameron, en urgence, avait été voir Donald Trump et avait voulu voir Mike Johnson, le président du Congrès américain, afin qu'il vote favorablement pour l'aide en Ukraine. Je vous rappelle donc à quel point David Cameron est extrêmement impliqué pour ce qu'il se passe en Ukraine. A-t-il des affaires personnelles en Ukraine, exactement comme Joe Biden et Hunter Biden? Alors nous ne le savons pas, il n'y a aucune preuve, mais c'est étrange qu'il soit aussi obsédé par l'Ukraine, contrairement à Rishi Sunak, qui lui ne l'est pas tant que ça. Donc voilà, je tenais à souligner ce petit fait. Mais vous voyez que l'Angleterre est à fond, hein, via David Cameron, hein, et je le répète, non pas via Rishi Sunak. Ensuite, on a The New York Times. La Grande-Bretagne va expulser l'attaché de défense russe et fermer certains sites diplomatiques. Le ministre britannique de l'Intérieur, James Cleverly, a accusé l'agence de renseignement russe de mener une série d'activités malveillantes en Grande-Bretagne et en Europe. Tiens. Donc vous notez que la Grande-Bretagne augmente toujours la pression. Vous notez. Là, dans Ukrainska Pravda, on a le Royaume-Uni va contribuer à donner 23 millions d'euros au fonds de soutien énergétique de l'Ukraine. Voilà. Donc le Royaume-Uni a annoncé un don supplémentaire de 23 millions d'euros au fonds ukrainien de soutien à l'énergie. La contribution du Royaume-Uni sera bientôt créditée sur le compte du fonds. Alors pourquoi exactement soutien à l'énergie? C'est que l'Ukraine manque cruellement d'électricité. Donc vous voyez que le Royaume-Uni, l'Angleterre hein, plus précisément, est toujours à fond, hein, vraiment à fond. Politico, l'Ukraine peut frapper en Russie avec des armes britanniques selon Cameron, c'est lui David Cameron. Le plus haut diplomate britannique promet également une aide militaire annuelle de 3 milliards de livres sterling à l'Ukraine aussi longtemps qu'il le faudra. Vous vous imaginez à quel point l'Angleterre est absolument à fond pour l'aide à l'Ukraine. Alors vous allez me dire, mais pourquoi? David Cameron, c'est un ancien de l'État profond, exactement comme Tony Blair. C'est-à-dire, eux ont toujours été des va-t-en-guerre. Voilà, eux, ils sont à fond
quand il y a eu la guerre en Irak, David Cameron, il était à fond, même s'il n'était pas trop présent dans la politique à ce moment-là, mais dans le sens au gouvernement, je parle au gouvernement. Mais en tant qu'homme politique en Angleterre, déjà il était à fond. C'est Tony Blair, hein, surtout qui était à fond vraiment pour la guerre en Irak. Mais c'est pour vous dire que ces hommes-là, et là, Cameron, Tony Blair maintenant, c'est fini pour lui, mais Cameron qui a pris le relais, lui, il est à fond pour la guerre. Et imaginez-vous un peu, là, le Royaume-Uni va donner 23 millions d'euros pour le fonds de soutien énergétique et il promet, donc l'Angleterre promet 3 milliards de livres sterling annuel aussi longtemps qu'il le faudra. Vous imaginez, a-t-on fait un référendum au Royaume-Uni pour savoir si les Anglais étaient d'accord avec ça? Est-ce qu'on leur a demandé leur avis? Alors que l'Angleterre, au niveau économique, se porte pas très bien. Elle se porte pas très bien. Et il y a certains secteurs, c'est carrément une catastrophe, avec des factures énergétiques en gaz et en électricité qui atteignent des sommets. Les factures sont bien plus élevées qu'en France. Je vous rappelle qu'il y a eu une grève de paiement de factures en Angleterre, carrément. Des Anglais qui ont décidé de plus payer leurs factures. Bon, ça n'a pas duré, hein, mais je vous rappelle ce fait-là. Donc l'Angleterre va très mal au niveau économique. Les Anglais, sociétalement, ça va très mal. Et pourtant, le gouvernement, voilà, au mépris de tout ce qui est hospitalier, la justice, le militaire en Angleterre, etc. Non, tout part à volo et on donne tout à l'Ukraine. Vous allez me dire, c'est la même chose en Pologne, c'est la même chose en France. Sauf que, bon, l'Angleterre, c'est un cran au-dessus encore. Donc vous voyez un petit peu, donc voilà, je faisais un spécial Angleterre parce que fallait quand même le préciser, car on n'en parle pas dans les grands médias en France à la télé. Toujours politico, maintenant on a Poutine brandit son sabre atomique en ordonnant des exercices sur les armes nucléaires. Kiev dénonce ces exercices comme un chantage nucléaire. Alors oui, effectivement, là, Vladimir Poutine a ordonné un exercice d'armes nucléaires tactiques, à vide bien entendu, ce n'est qu'un exercice, comme il y en a un ou deux par an, donc tout cela n'étonne absolument personne. Là, évidemment, pourquoi on en parle? C'est que ça se passe dans l'oblast Belgorod, c'est-à-dire pas très loin de la frontière ukrainienne. Donc évidemment, c'est pour ça qu'on en parle. Alors, vous allez voir que malgré ce que disent les médias, les grands médias occidentaux, qui disent ce sont des rodomontades, oh, Vladimir Poutine menace encore avec le chantage nucléaire, etc. Bon, évidemment, il n'y a que les médias qui en parlent, hein. Vladimir Poutine, il n'en a parlé qu'une seule fois, hein. C'est les médias qui en parlent beaucoup et ils s'auto-persuadent après que c'est Vladimir Poutine qui le dit. Hein, je le rappelle que Vladimir Poutine n'en a parlé qu'une seule et unique fois concernant la menace nucléaire. Hein, on parle de Vladimir Poutine, hein, pas des blogueurs russes comme certains, comme par exemple LCI, reprennent. Parce que quand des blogueurs russes ou la propagande russe de télévision russe parle de menaces nucléaires, LCI et BFM TV et autres grands médias français disent que c'est le Kremlin qui fait des menaces nucléaires. Vous voyez, donc ils confondent les deux à dessein, bien évidemment, ça sert leur propagande. Et comment s'étonner que Vladimir Poutine agisse ainsi, puisqu'on a les rodomontades de Macron qui veut envoyer des troupes en Ukraine, et apparemment il persiste et signe, et même en réalité il l'a déjà fait, comme on l'a vu la semaine passée, je vous l'ai démontré. Hein, donc il y a déjà 1500 légionnaires qui sont déjà en Ukraine, peut-être plus qui seront envoyés plus tard.
Donc vous voyez qu'il y a déjà des troupes en réalité en Ukraine, mais Vladimir Poutine fait semblant de ne pas le voir parce que cela n'a pas été annoncé officiellement. Donc bon, ça c'est un jeu diplomatique dont on a l'habitude depuis des décennies. Ensuite, on a un David Cameron qui est carrément enragé, bien évidemment, qui veut lui donner absolument tout à l'Ukraine, mais pas des troupes hein, quand même au sol, contrairement à Macron. Macron, il est le seul à vouloir vraiment envoyer des troupes au sol, et encore une fois, il l'a déjà fait. Alors maintenant, on a évidemment la Pologne, la Lituanie et l'Estonie, donc les enragés habituels. Et donc c'est un message pour tous ces pays-là. Vu que de toute manière l'Union européenne ne fait qu'augmenter l'agressivité envers la Russie et fait une intense russophobie, à l'image des États-Unis qui agit de concert, mais en réalité c'est les États-Unis qui donnent le ton et l'Union européenne obéit. Hein, donc c'est un ordre que l'Union européenne doit absolument tout faire pour aider l'Ukraine. Donc Vladimir Poutine, lui aussi, manque d'un cran. C'est normal. Bref, on va voir maintenant les détails et ce qu'il en est réellement sur le terrain. Alors juste avant, je voulais vous parler de la Biélorussie qui fait elle aussi de petits exercices. Petite présentation très vite, sous-titrée en français de WION, le plus grand journal indien sur Internet présentement. In other global news, Belarus has begun checks on the readiness of its army to deploy tactical nuclear weapons, simultaneously with a drill being carried out by Russia. Now, during the inspection, Belarus defense minister assured that the entire range of activities from planning, preparation and use of strikes with tactical nuclear weapons will be checked. The checks involved an Iskander missile division and a squadron of Su-25 aircraft. Russia, on the other hand, said that it would practice the deployment of tactical nuclear weapons as a part of a military exercise after threats were issued from France, UK and the US. Belarusian leader Alexander Lukashenko, who is the staunchest ally to President Vladimir Putin, in April said that several dozen Russian tactical nuclear weapons were deployed in Belarus under an agreement announced last year by Putin himself. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, un petit historique. Donc là, on a la BBC au 4 avril. Lord Cameron exclut l'intervention occidentale sur le terrain en Ukraine. Attention, il parle de l'intervention occidentale, hein, pas de troupes anglaises. Donc déjà, lui, il dit non, pas de troupes occidentales en Ukraine. Donc Lord Cameron a exclu l'envoi de troupes occidentales en Ukraine pour éviter de donner au président russe Vladimir Poutine une cible. Oui, alors en plus, là, c'est la sagesse. Effectivement, Macron devrait s'en inspirer. Voilà, donc là, c'est pour le petit historique, c'est-à-dire il est complètement va-t-en-guerre tant que ça n'implique pas des troupes. Par contre, donner tout l'armement possible de l'Angleterre et tout l'argent possible qu'ils peuvent donner à l'Ukraine, ça oui, ça il est à fond dedans. Hein. Tant que ce n'est pas ses troupes, allez-y, hein, jusqu'aux derniers Ukrainiens. Ensuite, on a l'Allemagne avec là le journal Al Jazeera, donc qui nous dit l'Allemagne et l'OTAN excluent l'envoi de troupes en Ukraine alors que la Russie réprimande Macron. La réfutation des propos de Macron intervient alors que le Kremlin met en garde contre un conflit si l'Occident mettait ses troupes sur le terrain en Ukraine. Alors attention, ça date du 27 février. Ça, c'était après les annonces fracassantes de Macron. Là, c'est pour vous montrer à quel point Macron a été mis au banc de l'Union européenne par les grands pays concernant l'envoi de troupes en Ukraine. Hein. Et là, maintenant, là, ça vient de sortir. Là, d'après le journal Corriere della Sera, on a comment défendre Kiev. L'OTAN centralisera la distribution de l'aide à l'Ukraine sans envoyer de troupes. Donc, le document qui sera approuvé lors du sommet de l'OTAN en juillet.
Le commandement de l'aide passera des États-Unis à l'Alliance. Le flanc Est a été renforcé. 300 000 hommes seront bientôt prêts. Donc d'hommes de l'OTAN sur le flanc Est. Bon, ça c'est leur prévision optimiste, hein. Je n'y crois pas un instant qu'il y ait autant d'hommes de près, puisque cela se passe pas si bien sur le terrain, faute de moyens en réalité. Pas de bottes sur le terrain, c'est, selon ce que semble lire la Corriere, l'une des phrases clés contenues dans le projet de document qui sera approuvé par le sommet de l'OTAN, prévu à Washington du 9 au 11 juillet. La référence est à l'Ukraine. L'Alliance Atlantique n'enverra pas de soldats au combat, pas de bottes sur le terrain. La stratégie dictée par les États-Unis ne change pas. Là, vous voyez, ah bah oui, c'est Corriere della Sera, hein. Il y a une liberté de ton qui est impensable en France, hein. Donc oui, c'est dicté par les États-Unis et ça ne change pas. Mais dans le même temps, les dirigeants occidentaux préparent un changement de rythme. Et oui, ils veulent augmenter la défense de l'Union européenne, essayer de passer à la vitesse supérieure. Mais en attendant, ça a été dit, redit et redit, donc là par l'Angleterre, par l'Allemagne, là par l'OTAN, donc il n'y aura pas de troupes envoyées sur le terrain. Donc ça veut dire que la France, elle est toute seule. Elle est toute seule. Voilà. Bref, ensuite on a Ukrainska Pravda, donc du 8 mai, qui nous dit le général suédois Denis Gillenspor. Je ne pense pas que les pays de l'OTAN veulent être considérés comme faisant partie du conflit. Donc là, c'est quelque chose de beaucoup plus général. On ne parle pas du sujet de troupes sur le terrain. Donc là, c'est le général suédois, un général suédois qui dit qu'il ne pense pas que l'OTAN veut vraiment faire partie du conflit. Ce qui est beaucoup plus grave en réalité. Donc je ne pense pas que les pays de l'OTAN veulent être considérés comme faisant partie du conflit. Et cela n'aide pas non plus. L'important est qu'ils s'engagent à créer les conditions nécessaires au succès de l'Ukraine et à fournir le soutien nécessaire. Évidemment, c'est un vœu pieux, c'est juste pour la bonne conscience. Ils savent très bien que ça n'aidera absolument en rien l'Ukraine, bien sûr. C'est un processus qui prend beaucoup de temps. De mon point de vue, je vois également des progrès dans ce domaine, mais je veux dire que l'Ukraine se trouve actuellement dans une situation urgente nécessitant un soutien supplémentaire. Encore une fois, le processus de prise de décision ne suit pas, et avec ce qui est nécessaire pour soutenir une campagne ukrainienne réussie. Donc lui, il est très pessimiste, hein. Il était très pessimiste, hein. Donc, mais c'est effectivement sur le terrain, c'est ça. Ils ne veulent pas vraiment s'engager parce que l'Union européenne, les États-Unis ont vu qu'ils n'en ont pas les moyens. Je vous le répète, là, aux États-Unis, l'entraînement sur les obusiers se fait avec des obus de Corée du Sud. Imagine, ça, c'est un signe qui ne trompe pas. Ça veut dire que là, ils sont à l'os, les États-Unis. Et évidemment, c'est encore pire dans l'Union européenne concernant les obus. Et comme les obus, là, c'est la clé de voûte de cette guerre, eh ben, évidemment, c'est très mal parti. Là, on voit une carte qui vient des rapports ukrainiens et c'était avant l'offensive russe du Nord dont je vous ai parlé dans l'introduction. Donc là, vous pouvez voir qu'elle est très précise. Donc peut-être que ce fut avec l'aide des renseignements américains via satellite, peut-être. Mais en tout cas, ils avaient vu qu'il y avait environ 8500 soldats russes dans l'oblast de Bryansk, environ 10 800 dans l'oblast de Kursk et environ 31 200 dans l'oblast de Belgorod. Avec, donc en tout, ça faisait environ 50 100 hommes et environ 400 chars et enfin environ 930 véhicules blindés. Donc bah, au final, leur inquiétude était fondée puisque toutes ces troupes russes n'étaient pas là pour rien. Donc là, on vient d'apprendre qu'ils ont fait une petite,
une offensive moyenne pourrait-on dire, mais sur une zone très large, vraiment très large, et ils se sont enfoncés d'environ 5 km. Alors là, on va regarder un article de The Institute for the Study of War, donc l'institut américain qui étudie la guerre, donc c'est la référence, on va dire, pour les médias occidentaux. Donc là, au 10 mai, quelles sont les informations principales? On a les forces russes ont lancé une opération offensive le long de la frontière russo-ukrainienne dans le nord de l'oblast de Kharkov le matin du 10 mai. Bon là c'est plus que ça, pas que dans l'oblast de Kharkov. Et ont réalisé des gains tactiques importants. Les forces russes mènent probablement la phase initiale d'une opération offensive au nord de la ville de Kharkov, dont les objectifs opérationnels sont limités, mais qui visent à obtenir l'effet stratégique de retirer la main-d'œuvre et le matériel ukrainien d'autres secteurs critiques du front dans l'est de l'Ukraine. Effectivement, je suis d'accord avec cette analyse, ça permet aux Russes d'éviter que les Ukrainiens mettent tout au centre de l'Ukraine, c'est-à-dire dans la région d'Avdiivka, puisque c'est là que les forces russes poussent sur le front ukrainien. Donc effectivement, ça divise les forces ukrainiennes qui les oblige à aller vers le nord. Donc je suis assez d'accord avec l'ISW et je tenais à dire que l'ISW avec le temps devient de plus en plus objectif étonnamment. Donc on n'a plus les rapports complètement grotesques que l'on avait au début de la guerre, puisque l'ISW reprenait simplement l'état-major ukrainien, ce que disait l'état-major ukrainien. Maintenant, leur analyse est un petit peu plus indépendante et beaucoup plus objective qu'avant. Alors là, vous voyez la carte de l'ISW. Donc là, vous voyez la ville de Kharkov et à environ 40 km de la frontière, il y a donc cette petite ou moyenne offensive russe, comme on voudra, donc dans ces zones-là. Donc là, on vous indique les petites villes qui ont été prises par les Russes. Donc tout ce qui est jaune, tout ce qui est avancé jaune, c'est ce qui a été pris par les Russes. Donc là, c'est pareil, tout ce qui est jaune, c'est ce qui a été pris par les Russes. Alors là, c'est pas extrêmement clair puisque il n'y a pas de zoom. Donc on va regarder sur une carte que moi j'ai faite. Ce sera beaucoup plus clair. Donc là, vous voyez les endroits qui ont été pris par les Russes. Donc là, c'est beaucoup plus clair à mon sens. Voilà, donc là, c'est la frontière, ce que vous voyez là. Là, c'est la ville de Kharkov. Et là, c'est toutes les petites villes qui ont été prises. Je ne vais pas tous les nommer, mais vous voyez, ça fait quand même un paquet. Et donc voilà la zone tampon que les Russes ont mis en place. Alors évidemment, c'est une zone tampon fait d'après l'ISW environ 5 km de profondeur. Alors évidemment, ce n'est qu'une moyenne. Mais évidemment, comme je le disais, cette zone tampon est appelée à évoluer parce que là, c'est en train de se passer au moment même où on parle. Donc évidemment, l'offensive russe du Nord continue. Ils ne vont pas s'arrêter là. Et à mon avis, cette sorte de précipitation russe vient du fait que, comme le budget alloué pour l'Ukraine a été accepté, eh bien, les armes vont commencer à arriver et je suppose que les Russes se dépêchent avant que des armes commencent vraiment à arriver. Ce n'est qu'une supposition parce que je tiens à souligner qu'aucune arme américaine, pour l'instant, même la plus petite, n'est encore arrivée en Ukraine. On attend toujours. Et suite à cette offensive que je qualifierais de moyenne, certains pourront dire de petite, mais bon, chacun voit midi à sa porte. Les États-Unis viennent de débloquer 400 millions de dollars de manière exceptionnelle. Alors, où trouvent-ils tout cet argent
À chaque fois, on ne le sait pas. Apparemment, ces 400 millions de dollars ne font pas partie de l'enveloppe des 61 milliards. C'est pas une partie des 61 milliards. Là, c'est 400 millions de dollars supplémentaires. Voilà. Donc, il y a toujours, les Américains arrivent toujours à trouver de l'argent quelque part. Il y a peu de temps, ils avaient trouvé 6 milliards de dollars supplémentaires. Là, maintenant, 400 millions. Voilà. C'est d'autant moins pour le citoyen américain, bien évidemment. Et pour finir, un dernier article de Ukrainska Pravda, donc du 11 mai, c'est-à-dire d'aujourd'hui, les opérations offensives russes dans l'oblast de Kharkov visent à détourner les forces ukrainiennes et à permettre l'avancée stratégique de la Russie. Donc voilà, donc là c'est pour dire que même Ukrainska Pravda, ultra pro-ukrainien bien évidemment, a quand même repris les dires de l'USW. Donc les opérations offensives russes le long de la frontière de l'oblast de Kharkov ont probablement pour objectif stratégique d'engager et de consolider les forces ukrainiennes sur cet axe, c'est-à-dire les renforcer au nord afin qu'ils soient moins massifs au centre. Donc, et de consolider les forces ukrainiennes sur cet axe afin de permettre à la Russie d'avancer dans d'autres régions de l'est de l'Ukraine, comme je viens de vous le dire, donc c'est au centre. L'ISW a rapporté que les forces russes avaient lancé une offensive le long de la frontière russo-ukrainienne dans le nord de l'oblast de Kharkov dans la matinée du 10 mai et obtenu des gains tactiques significatifs. Voilà, bon, bref, c'est ce qu'on pouvait dire concernant cette offensive russe qui n'est pas vraiment étonnante puisque les Ukrainiens l'avaient déjà vu venir il y a déjà un moment. Autre sujet maintenant, The Washington Post. L'Ukraine ordonne le rationnement de l'électricité dans tout le pays après les frappes aériennes russes. Les frappes de missiles et de drones russes qui ont duré plus de 3 heures mercredi matin ont ciblé des infrastructures énergétiques dans 6 régions ukrainiennes. Donc que lit-on? On va pas tout lire parce que l'article est long. Les responsables ukrainiens ont déclaré mercredi qu'ils se préparaient à ordonner des mesures de rationnement de l'électricité dans tout le pays après une importante frappe de missiles menée pendant la nuit par la Russie. La dernière d'une campagne de bombardement incessante contre les infrastructures civiles. Des coupures de courant sont possibles dans toute l'Ukraine entre 18 h et 23 h, a déclaré le fournisseur public d'énergie Ukrenergo dans un communiqué publié sur la plateforme de médias sociaux Telegram. Le communiqué faisait état d'une pénurie d'électricité dans le système électrique. Les frappes russes qui ont duré plus de 3 heures dans la nuit ont ciblé les infrastructures énergétiques de 6 régions ukrainiennes. Les centrales électriques, le réseau électrique et autres infrastructures ukrainiennes sont devenues particulièrement vulnérables alors que les pays occidentaux ont du mal à fournir à Kiev suffisamment de systèmes de défense et de munitions. Donc là, on passe au titre problème énergétique concernant l'Ukraine. Alors évidemment, c'est pas nouveau pour vous, vous le savez, ça fait des mois que je vous en parle, mais avant, la Russie ne ciblait que les transformateurs et les lignes haute tension. Donc principalement, on va dire 90%, il y avait aussi des hubs énergétiques, mais jamais les centrales électriques elles-mêmes. Maintenant, la Russie frappe, détruise les centrales électriques. Alors évidemment, ce sont des centrales hydroélectriques ou au charbon, mais en aucun cas ils n'ont touché pour l'instant de centrales nucléaires. Et à mon avis, ils ne le feront jamais. Donc il reste 3 autres centrales nucléaires qui n'ont jamais été bombardées par les Russes. Par contre, comme par hasard, la centrale de Zaporojye, qui est russe, elle est perpétuellement bombardée par les Ukrainiens. Et tout le monde fait semblant de ne pas le comprendre, y compris l'AIEA, qui est très gêné aux entournures sur ce sujet-là. Bref, donc là, c'était sur le côté énergétique, c'est pas fini, on va voir cela plus précisément. Alors là, nous allons voir une carte créée par Raibar, donc une chaîne Telegram pro-russe, mais qui est considérée
comme très objectif, et d'ailleurs LCI reprend souvent les informations données par Raibal. Alors peut-être aussi pour s'en moquer, mais en tous les cas, quelquefois, ils reprennent leur dire, hein. Je tenais à le dire justement. Alors, cette carte, donc évidemment, elle est un petit peu fouillie comme ça, mais je vais vous montrer donc ce qui est intéressant pour nous, c'est-à-dire là, les trois centrales électriques qui ont été touchées. Donc, vous en voyez une ici, donc une autre ici et une autre ici. Donc, vous voyez, là, c'est les dernières qui ont été touchées. Vous pouvez noter qu'elles ont été touchées très à l'ouest et dont les deux dernières, là, ici, traitent à l'extrême ouest de l'Ukraine. Et je peux vous dire qu'il n'y avait pas que des missiles, hein. Donc maintenant, et oui, les avions russes vont jusque-là pour lancer des bombes planantes. Parce qu'évidemment, les missiles, c'est bien, mais les missiles, ça coûte très cher et ça fait moins de dégâts qu'une bombe planante d'une Fab 1500, voire d'une Fab 3000, bien entendu, c'est-à-dire des bombes planantes d'une tonne 5 ou de 3 tonnes. Bon, évidemment, les bombes de 3 tonnes sont quand même rarement utilisées par les Russes, mais on les utilise typiquement dans ces cas-là, ces fameuses bombes. Alors évidemment, les destructions se font toujours principalement via missiles et drones quand c'est à l'extrême ouest comme cela. Hein, il ne faut pas exagérer, hein. Donc il y a très peu de bombardements aux bombes planantes à l'extrême ouest de l'Ukraine, car bon, bah, évidemment, il y a quand même des systèmes de défense qui restent, et ceux qui restent sont principalement à l'ouest, puisque quasiment la plupart des systèmes de défense ici ont déjà été détruits par les Russes. Donc maintenant, là où il en reste, on va dire quelques-uns, c'est à l'ouest, bien entendu. Bon, très vite, on a aussi un article du New York Times hein, qui en parle. Donc, la Russie frappe des centrales électriques ukrainiennes, mettant encore plus à rude épreuve le système énergétique. L'assaut, un jour après que Vladimir Poutine a prêté serment pour un 5e mandat en tant que président russe, fait partie d'une campagne plus large visant à couper l'électricité aux civils ukrainiens. Voilà, donc évidemment, ces civils ukrainiens qui sont touchés, bien entendu. Donc là, principalement, c'est l'oblast de Kharkov qui est le plus touché dans toute l'Ukraine, puisque c'est là où les campagnes de bombardement ont été les plus vives. Mais évidemment, le but premier n'est pas seulement de réduire l'électricité pour le pays, mais c'est aussi pour réduire évidemment l'efficacité militaire en Ukraine de l'OTAN, bien évidemment, puisque sans l'électricité en quantité massive, ben, il est difficile de mener une guerre. En réalité, il est impossible de mener une guerre. Donc là, l'électricité, il y en a encore en Ukraine, mais de moins en moins. Alors l'Union européenne se débat pour envoyer de l'argent et des spécialistes, des techniciens sur place, mais vous vous doutez bien qu'il y en a peu qui ont le courage d'y aller. Et évidemment, faire des réparations sur place, c'est extrêmement dangereux. Surtout que les Russes n'hésitent pas à frapper à nouveau un endroit qui avait déjà été frappé. Donc tout cela est extrêmement périlleux et évidemment quasiment aucun Ukrainien ne veut faire ça et encore moins de techniciens occidentaux, même si l'Union européenne essaye de le faire à coût de millions. Donc je suppose que les techniciens occidentaux qui sont envoyés sur place, et il y en a, je vous en avais déjà parlé, principalement des Français qui représentent la majorité, mais aussi des Danois et des Allemands. Hein, c'est eux qui, ces électriciens, techniciens, à mon avis, sont très 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 bien payés. Mais à mon avis, il y en a une poignée, je suppose, qui sont envoyés. En aucun cas, ça ne peut évidemment redresser le pays, bien sûr. Là, on va regarder un graphique très intéressant de la BBC qui date du 2 mai
et qui représente quel type de mort, hein, on parle de type de mort, hein, pas le nombre de morts. Nombre de morts, je vous en parle assez souvent, c'est BBC Mediazona qui fait ça. Donc là, c'est uniquement la BBC, hein, toute seule qui a fait le décompte des types de morts suivant le moment dans l'année. Donc là, 2022, 2023 et 2024. Alors, à chaque fois que vous voyez un graphique comme ça, c'est tous les 2 mois, hein. C'est tous les 2 mois. Donc, vous voyez que là, au début 2022, bah, ce sont les mercenaires qui ont pris vraiment cher. Parce que là, ce sont les mercenaires en rouge, les mobilisés, les volontaires, les ex-prisonniers et là, les vrais soldats. PM6, c'est les vrais soldats. Donc, vous voyez que là, ce sont les mercenaires qui ont pris très très cher. Alors, de moins en moins, le temps passant. Et là, vous voyez un pic de prisonniers, mais aussi là de soldats. Là, en bleu, ce sont les vrais soldats réguliers qui sont morts. Donc, principalement entre le 11-22 et le 7-23. Donc là, c'est là où il y a eu vraiment un nombre plus ou moins conséquent de soldats russes morts. Mais vous voyez, c'est peu, hein, par rapport aux ex-prisonniers là qu'on pris cher et les mobilisés aussi ici. Et là, vous voyez que la tendance est très fortement, très très fortement à la baisse, hein. Alors ça, c'était au pic de Bakhmout, hein, ce pic-là. Ça représente le pic au niveau de Bakhmout, la bataille de Bakhmout principalement. Et aussi quand il y a eu les percées qui ont échoué ukrainiennes, hein. Mais c'est surtout au niveau de la bataille de Bakhmout ici. Donc, et là, vous voyez, c'est très très intéressant comme graphique, hein. Donc, les mobilisés, bon, c'est à peu près stable le nombre de morts. Là, c'est stable le nombre de morts concernant les mercenaires. Par contre, les volontaires, là, c'est eux qui prennent cher ici, là. Alors, c'est normal qu'il y ait plus de volontaires, parce que plus le temps passe, plus les Russes ont des volontaires. Donc, c'est tout à fait normal et logique. Et plus le temps passe, bah, plus l'armée régulière, c'est-à-dire les vrais soldats de métier professionnels, bah, eux ne meurent plus. Là, alors, je ne sais pas, évidemment, c'est pas au nombre de morts près, mais ce serait logique puisqu'ils ont acquis une telle expérience que maintenant il y a très peu de morts de leur côté. Donc c'est normal que là, au niveau des prisonniers, il y en ait toujours, hein, c'est les ex-prisonniers. Alors pour la petite histoire, au début, les volontaires, quand ils arrivaient, eux étaient très peu formés, hein. C'était chaotique au début de la guerre. Ils étaient très très peu formés, même certains n'étaient pas formés, ils y allaient direct. Mais d'un autre côté, ils étaient pas payés comme des vrais soldats. Ils étaient beaucoup moins payés, les volontaires. Maintenant, ça a complètement changé. Maintenant, les volontaires sont obligatoirement formés. Ils ont une formation d'au moins 3 mois, c'est le minimum. Et même entre 3 et 6 mois, mais 3 mois c'est le minimum. Et maintenant, les volontaires ont la même paye, ils ont les mêmes privilèges que les soldats de métier. Pareil pour les prisonniers. Au début, alors je ne vous parle pas du temps de Bakhmout où c'était les groupes Wagner qui avaient pris entre 35 000 et 45 000 prisonniers dans les prisons russes. Là, c'était un carnage. Ils les prenaient, ils avaient une semaine ou deux de formation et hop, ils étaient sur le terrain avec Wagner. Donc eux, ils ont pris très très cher. Mais maintenant, les prisonniers, vu il y a eu des incidents, hein, là, il y a eu 2 prisonniers qu'on fait des incidents graves dans le rang russe. Alors, il y en a le premier, il a fait tuer un de ses camarades, et un autre, il a tué 6 de ses camarades. Imaginez-vous, donc 2 énormes incidents dans l'armée russe, en Ukraine. Alors vous vous doutez, bon, vous allez me dire, il y en a eu que 2
parmi les, depuis le début de la guerre, les peut-être 60 000, 70 000 prisonniers qui ont combattu, il y en a eu deux, c'est vrai, il y a eu deux incidents importants, mais ça reste quand même inacceptable, bien sûr, c'est inacceptable. Moi, je trouve que les Russes ont été beaucoup trop tolérants, donc ça, c'est l'influence Wagner. Où à un moment donné, les Russes avaient besoin de troupes pour Bakhmut, donc ça a continué, ça a continué. Celui qui a fait 6 morts, lui, il a fini sergent quand même, hein. Il avait le grade de sergent, hein. Donc il a servi un moment avant de faire tout ça. Alors on s'est aperçu que ce prisonnier était ukrainien à la fin, celui qui a tué les 6 Russes. Donc peut-être qu'il a joué le rôle de taupe, il s'est implanté, et une fois qu'il était bien implanté, il a fait ça, il les a tués pendant leur sommeil. Mais bon, et c'était un Ukrainien, je tiens à le rappeler, hein. Donc sur LCI, ils pensent que ça a été fait exprès. Alors maintenant, on ne sait pas. On ne sait pas. Mais en tous les cas, maintenant, les Russes sont beaucoup plus prudents sur la formation des prisonniers et aussi quant à leur profil psychologique. Voilà, donc c'était intéressant de rappeler tous ces faits-là. Alors là, maintenant, un spécial obus. Donc là, les États-Unis arrivent maintenant à produire 36 000 obus de 155 mm par mois, sachant qu'avant la guerre, ils n'en produisaient que 7 000 par mois et que les projections au début vers 2023, c'était d'en produire 35 000 par mois d'ici 2027. Donc là, ils précisent qu'au final, ils ont amélioré leur but de 2 ans. Donc c'est pour vous dire qu'ils ont mis vraiment les moyens, hein. Donc là, présentement, ils arrivent à en produire 36 000 par mois et les États-Unis espèrent en produire 80 000 d'ici la toute fin de l'année. Alors évidemment, ça, je n'y crois pas un instant, bien sûr. Mais là, en tout cas, ils ont beaucoup augmenté. Alors, inutile de vous dire que 36 000 obus par mois, c'est complètement ridicule pour une guerre comme l'Ukraine, bien sûr. Surtout que là, je vous l'ai dit en début de vidéo, mais je vous rappelle que là, on nous montre l'entraînement des Américains aux obusiers américains qui utilisent des obus sud-coréens. Donc ça veut dire que les États-Unis n'ont plus d'obus pour eux-mêmes, pour leur propre entraînement. Donc évidemment, c'est problématique. Alors là maintenant, on va regarder le graphique de la chaîne militaire américaine officielle qui s'appelle Defense One. Donc ça date du 5 février, mais c'est toujours exact. Donc là, les espérances de l'armée américaine, c'est qu'en 2025, l'armée américaine puisse produire 75 000 obus en avril et 100 000 en octobre 2025. Donc là, on voit les projections. Donc ça, c'était la projection 2022 et 2023, cette projection-là, avec le nombre d'obus. Et là, vous voyez donc la nouvelle projection. Donc là, on en est là, c'est-à-dire en avril 2024, on arrive là exactement à 36 000 obus par mois. Donc ils espèrent beaucoup plus. Là, ils espèrent en octobre atteindre les 65 000 en octobre là de cette année, hein. Voilà. Bon, évidemment, c'est très optimiste, hein, parce qu'ils sont partis de cette courbe-là. Et maintenant, voilà. Alors, comme ils ont produit un petit peu plus que prévu ici, bah, tout d'un coup, ils s'emballent. Mais comme c'est marqué dans l'article, malheureusement, il y a encore, malgré les budgets qui ont été acceptés récemment, comme vous le savez, ben, faut fabriquer les usines, hein, pour à chaque fois augmenter la production. Et l'énorme problème qu'ont les Américains, c'est de trouver des techniciens qualifiés. Et oui, donc il y a ces deux problèmes. Donc c'est pas l'argent le problème. Le problème, c'est de fabriquer les usines et de trouver les techniciens. Et ça, le problème, c'est que ça va prendre énormément de temps
parce que former un technicien spécialisé, bah, ça prend énormément de temps, et inutile de vous dire là qu'ils ont des problèmes de recrutement absolument terribles. Donc c'est possible qu'ils y arrivent en 2025, mais là leur prévision est très optimiste étant donné les problèmes qu'ils ont en ce moment. Tout autre sujet, là on passe au Washington Post du 7 mai qui nous dit l'Ukraine arrête 2 colonels en service de protection dans le cadre d'un complot visant à tuer Zelensky. Les autorités ukrainiennes ont déclaré que la Russie prévoyait de tuer le président Volodymyr Zelensky et de hauts responsables de la sécurité comme cadeau pour Vladimir Poutine à l'occasion de son investiture. Vous voyez ce que les autorités ukrainiennes déclarent. Hein. Les autorités ukrainiennes ont annoncé mardi avoir arrêté 2 agents de l'agence chargée de protéger les hauts dirigeants du gouvernement et les ont accusés d'avoir fomenté un complot visant à assassiner le président Volodymyr Zelensky et d'autres responsables ukrainiens en guise de cadeau au président russe Vladimir Poutine pour son investiture. Les 2 suspects étaient des colonels du département de la protection de l'État ukrainien, à peu près l'équivalent des services secrets américains, et ont été recrutés par le service fédéral de sécurité russe, le FSB, selon le SBU, c'est-à-dire le service de sécurité. Ouais, c'est le SBU. Vous imaginez jusqu'où ils sont prêts à aller dans le mensonge. C'est quand même fort. 2 colonels qui travaillent de tout temps en Ukraine, dans les services de sécurité, tout d'un coup veulent éliminer Zelensky. Mais il n'y a rien de surprenant. Il n'y a rien de surprenant. Ça fait depuis des mois, je vous parlais qu'il y avait un coup d'État au sein de l'Ukraine qui était en préparation, avec Porochenko, donc l'ex-président ukrainien, et Valéry Zaloujny, qui, comme par hasard, on n'entend plus parler du tout de Valéry Zaloujny. C'est le placard, parce qu'on disait tous qu'il était devenu ambassadeur à Londres, c'était les déclarations officielles, mais personne ne l'a vu à Londres. Personne. Il est inconnu au bataillon, Zaloujny. Donc, bien sûr qu'il y en avait déjà, et je vous en ai parlé il y a plusieurs mois dans les points sur l'Ukraine, qu'il y en a qui voulaient assassiner Zelensky pour arrêter la casse, pour arrêter que les Ukrainiens meurent justement jusqu'aux derniers Ukrainiens, pour arrêter le massacre. Donc oui, il y a eu au moins 7 ou 8 tentatives d'assassinat sur Zelensky. Hein. C'était marqué dans Ukrainska Pravda, il n'y avait pas de cachotterie. Hein. D'ailleurs, il s'en vantait pour dire à quel point le SBU était performant. Sauf que là, on a 2 colonels des services secrets qui faisaient un complot pour tuer Zelensky. Bah, c'est tout naturel, bien évidemment. Et à mon avis, il y en a bien d'autres, et même des généraux qui ont pensé. Ça, c'est certain. Peut-être même Valéry Zaloujny et Porochenko. C'est tout à fait possible. Donc, et là, évidemment, les services ukrainiens en ont profité. Hein, vous savez, c'est comme le Sukhoi 34 qui a été abattu par un tir ami au nord de la Crimée par les Russes. Immédiatement, les Ukrainiens ont dit que c'était eux qui avaient abattu le Sukhoi 34. Bon, après, on savait que c'était les Russes par un tir ami, mais on l'a su qu'après. Mais immédiatement, ils en ont profité, les Ukrainiens. Bah là, c'est pareil. Autant mettre sur le dos des Russes. Pourquoi pas? 2 de leurs colonels. Imaginez-vous ces colonels qui sont là depuis des années et des années. Ça voudrait dire qu'ils ont été placés là par le FSB. Donc ça voudrait dire que le FSB est très 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 fort. Et que ça, ce serait des taupes qui sont là depuis longtemps. On parle de 2 colonels qui travaillaient au service de la sécurité des hauts responsables ukrainiens. Imaginez-vous, au plus haut niveau. Et pas qu'un seul, 2. Donc bien évidemment, tout ça, ça sent le coup d'État et l'assassinat en interne, et non pas évidemment un coup des Russes. Ça, c'est extrêmement peu probable. Extrêmement peu probable.
Donc tout sent le coup d'État qui est en train de se faire en Ukraine. Donc évidemment que Zelensky craint pour sa vie parce que les militaires, eux, n'en peuvent plus de cette situation. Beaucoup n'en peuvent plus, tout du moins. Alors je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises, je ne vais pas revenir ici longuement, mais tout cela n'a rien d'étonnant. Et le fait d'accuser les Russes, c'est trop facile. C'est trop facile. Et évidemment, les grands médias occidentaux ne parlent pas des déboires au sein même du gouvernement ukrainien, comme quoi, évidemment, on veut éliminer ce gouvernement parce qu'il y a beaucoup de militaires très haut gradés en Ukraine qui sont contre le fait d'avoir intégré les factions néo-nazis comme le bataillon Azov, la section Bandera et Private Sector, c'est-à-dire le secteur droit. Eux, ils ont vu ça d'un très très mauvais œil. Et sans compter évidemment la folie destructrice de Zelensky qui ne veut rien lâcher et poussé par l'Occident ira jusqu'aux derniers Ukrainiens. Donc tout ça n'a absolument rien d'étonnant et je le redis, mes derniers mots, c'est extrêmement peu probable, aussi performant le FSB soit-il, que cela vienne des Russes. Alors là, dans les informations vraiment diverses, on a The New York Times. En Serbie, Xi souligne ses liens étroits avec un allié qui partage sa méfiance à l'égard des États-Unis. En rendant visite à ses dirigeants amis d'Europe de l'Est, le président chinois a commémoré le 25e anniversaire d'une frappe aérienne américaine mal orientée, j'adore, qui a détruit l'ambassade de Chine à Belgrade. Alors évidemment l'Occident vend ça comme une bavure, hein, bien sûr. Oh, oups, on a bombardé votre ambassade. Ah vraiment, on n'a vraiment pas fait exprès, hein. Alors c'était en 1999 à Belgrade. Je vous parle souvent de cet événement qui est tu dans les médias occidentaux, mais évidemment, étant donné le voyage de Xi Jinping en Serbie, exprès pour cela, là les médias ne peuvent plus taire cet événement tragique qui a fait des morts, hein, je le rappelle, chinois. C'est quand même à ne pas oublier, et Xi Jinping, c'est-à-dire la Chine, n'a jamais oublié. Mais ça, je vous l'ai dit déjà à maintes reprises, donc je ne vais pas y revenir. Donc, la Serbie joue exactement le même jeu que la Hongrie, puisque la Serbie et la Hongrie ont des liens commerciaux très étroits avec la Chine. Alors évidemment, ça ne plaît pas du tout à l'Union européenne ou à l'Occident même en général. Mais en tous les cas, c'est un caillou dans la chaussure de l'Union européenne, puisque la Hongrie et la Serbie, c'est quand même au sein de l'Union européenne. Donc l'Union européenne et les États-Unis voient la Hongrie et la Serbie comme des chevals de Troie de la Chine. Donc cela les inquiète fortement. En tout cas, pour la Hongrie, c'est bien, pour la Serbie, c'est bien, puisque cela montre au monde entier que la Serbie n'est pas toute seule, elle n'est pas complètement isolée en Europe, hein. C'est pas le vilain petit canard qui n'a aucun lien avec personne. Voilà, tout comme la Hongrie. Et je rappelle que la Chine ne reconnaît pas le Kosovo comme entité indépendante. La Chine ne le reconnaît pas. La Chine voit le Kosovo comme une région de la Serbie, faisant partie intégrante de la Serbie. Ça, c'est un détail à rappeler quand même. Ensuite, on a Politico. Le rival européen de Starlink déclenche une grande rupture entre Bruxelles et Berlin. L'Allemagne a peur d'un système satellitaire coûteux, mais l'Union européenne affirme qu'il est trop tard pour arrêter Iris 2. Alors Iris 2, comme c'est dit dans le titre, c'est le rival de Starlink. Donc ça permet les communications satellitaires, donc c'est très important. Et l'Europe a fait ça pour être indépendant du système américain. Alors pourquoi là on dit l'Allemagne a peur d'un système satellitaire coûteux?
c'est parce que l'Allemagne a montré une fois de plus sa servilité envers les États-Unis, puisque l'Allemagne a freiné des quatre fers pour qu'on prenne le système Starlink pour l'Europe. Et donc, bon, au final, malgré tout, c'était quand même un peu trop scandaleux qu'on dépende totalement des Américains. Donc, au final, Iris 2 sera le système européen qui va vraiment être mis en place. Et ce ne sera pas le réseau Starlink qui sera pris pour les communications satellitaires européennes dans un cadre militaire. Hein. C'est principalement pour le cadre militaire. Il faut quand même le rappeler. Donc l'Allemagne ne voulait pas du l'Iris 2 et au final c'est passé. Donc bon, inutile que je vous lise tout l'article parce que bon, en gros c'est ça. C'est aussi simple que cela. Mais en tous les cas, ça a montré encore une fois la servilité de l'Allemagne envers les États-Unis. Là, on va finir par un dernier article qui est technique militaire, hein, qui vient de The New Voice of Ukraine, donc un grand journal ukrainien, qui dit la Russie renforce son missile de croisière KH-101 pour des frappes plus précises en Ukraine. Alors, il faut savoir que le missile KH-101, c'est, on peut dire, le plus gros missile de croisière russe. Qui peut atteindre une cible à plusieurs milliers de kilomètres de là. Et alors il y a plusieurs types de KH-101. Là maintenant, aux tout dernières nouvelles, maintenant ils ont fait un KH-101 qui n'a qu'une portée de 1500 km mais avec une charge de 800 kg. Alors que normalement la charge est d'environ 450 kg dans un KH-101. Voilà, donc la Russie a amélioré les performances de son principal missile de croisière à lancement aérien, KH-101, en l'équipant d'une deuxième ogive. Missile doté d'une nouvelle ogive, a déclaré le 8 mai le rapport des renseignements du ministère britannique de la Défense sur X. Voilà, donc c'est pour dire qu'ils ont amélioré de manière notable leur missile Star de croisière, le KH-101. On va arrêter là pour les informations générales. On va passer à la conclusion. Alors que peut-on dire en conclusion? Bien, déjà, l'OTAN a dit niet à l'envoi de troupes en Ukraine. Donc pour l'instant, il n'est pas prévu d'envoyer des troupes en Ukraine. Alors il faut quand même se remémorer que Macron, comme je vous l'ai démontré la semaine dernière, a déjà envoyé 100 légionnaires en Ukraine. Alors déjà, ça c'était dans un grand journal occidental, ça a été dévoilé. Alors regardez ma vidéo de la semaine dernière pour avoir tous les détails. Et la France prévoit d'en envoyer 1500 supplémentaires, toujours des légionnaires. Alors cela a permis de confirmer ce que disaient les services secrets russes. Parce que les services secrets russes l'avaient déjà annoncé au monde entier que la France prévoyait d'envoyer 1500 troupes françaises entre 1500 et 2000 en Ukraine. Bref, nous verrons si Macron s'obstine et veut jouer cavalier seul sur ce coup-là. Franchement, je n'y crois pas. Je n'y crois pas. D'autant plus que Vladimir Poutine, là, récemment, vient de faire des exercices nucléaires tactiques dans l'oblast de Belgorod et simultanément, la Biélorussie a fait de même, donc a fait un exercice nucléaire en Biélorussie. Donc tout ça font que je ne pense pas que Macron ira plus loin et s'obstine vraiment, quoi qu'il en coûte, à envoyer des troupes françaises en Ukraine. Bref, autre information importante, on a cette offensive que je qualifierais de moyenne, certains diraient de petite, bref, à la frontière russo-ukrainienne. Donc dans l'oblast de Bryansk, Kursk et Belgorod, venant de là tout du moins, donc les troupes russes qui sont entrées en territoire ukrainien pour créer une zone tampon. Donc l'ISW dit que c'était une profondeur d'environ 5 km, en moyenne bien entendu, sur une très large bande quand même de frontières.
Donc beaucoup de localités ont été prises par les Russes pour faire cette zone tampon. Alors je pense que c'est en premier lieu pour protéger l'oblast de Belgorod qui est tous les jours visé par des drones ou des petits missiles ukrainiens, principalement par des drones. Donc il y a eu quand même beaucoup de morts, hein, mis bout à bout, bien sûr, concernant toutes les attaques ukrainiennes sur Belgorod. Donc il y a des abris en béton qui sont faits un petit peu partout en ville pour que les gens puissent se protéger très vite. Donc la Russie a décidé de faire une zone tampon. Alors, comme je vous l'avais déjà dit, il y a plus de 2 mois, déjà il y avait des indices, puisque la population de ces localités à l'intérieur de la Russie, donc de l'oblast de Bryansk, Kursk et Belgorod, avait été payée. Beaucoup de gens, on leur proposait de leur donner une forte somme d'argent afin qu'ils puissent aller ailleurs. Donc, et on leur disait, ben, dans 2 mois, il y aura un événement. Et moi, je vous avais dévoilé cela. Bon, alors moi, je pensais que c'était à cause de cette fameuse grande offensive. Bon, ce n'était pas le cas. Ce n'était pas à cause d'une grande offensive, mais juste pour faire une offensive, on va dire moyenne ou petite, comme on voudra, afin de créer une zone tampon. Et non pas la grande offensive venant du nord. Ce n'était pas pour ça, mais en tous les cas, ça veut dire que les rapports russes que j'ai lus sont très bons. Voilà. Bref, donc ça c'était un événement, et maintenant concernant le front en général, bah, les Russes avancent toujours, nous allons voir ça sur la carte militaire. Donc je pense que les Russes se dépêchent d'avancer partout, là ils font une énorme pression avant que les armes américaines arrivent sur le front. Je rappelle qu'au moment où je vous parle, aucune arme américaine n'est arrivée sur le front, aucune. Alors évidemment, cela ne saurait tarder, bien sûr, mais comme je vous l'avais dit la semaine dernière, ça va être très difficile pour les Occidentaux maintenant d'envoyer des armes sur le front. Parce que les Russes ont commencé à bombarder les voies ferrées qui arrivent de Roumanie et de Pologne. Et alors, paraît-il que les Ukrainiens les ont déjà réparées, selon leur dire, mais en tous les cas, les Russes savent maintenant parfaitement quelles sont les lignes de livraison occidentales pour le front ukrainien. Donc vous vous doutez bien que maintenant, étant donné qu'il y a quasiment plus de défense antiaérienne en Ukraine, vous vous doutez bien que les Russes vont faire des incursions très massives aériennes. Justement, maintenant ils vont devenir hardis et maintenant ils peuvent se le permettre. Donc plus le temps passe, plus cela devient très difficile pour les Occidentaux d'envoyer du matériel militaire en Ukraine. Et les Occidentaux le savent fort bien. Donc c'est double panique, double panique. Alors côté ukrainien, bien sûr, mais panique aussi côté occidental, puisque beaucoup d'argent sont donnés à l'Ukraine là présentement, mais l'argent ne va pas fabriquer magiquement de nouvelles armes, de nouvelles munitions, et elles ne vont pas apparaître magiquement sur le terrain, sur le front exactement. Donc tout ça sont des facteurs à prendre en compte, sans compter qu'évidemment il faut se remémorer, comme je vous le dis régulièrement dans les points sur l'Ukraine, qu'il y a de plus en plus de désertions en Ukraine, qu'il y a de plus en plus de soldats ukrainiens qui se rendent massivement vers les Russes, et que le recrutement est un vrai cauchemar en Ukraine, de plus en plus. Donc il y a de moins en moins d'hommes. Je ne vais pas y revenir, je vous en ai tellement parlé longuement en précision concernant le problème de recrutement des soldats ukrainiens que je ne vais pas y revenir. Mais bon, vous avez compris. Donc maintenant, ajoutez à cela bah, le fait qu'il n'y a toujours aucune arme américaine qui est venue et que les Russes savent parfaitement maintenant où sont les canaux de livraison qui partent de Pologne principalement et un petit peu de Roumanie. Donc ça va devenir extrêmement difficile pour les Ukrainiens. Bon, évidemment, plus le temps va passer, plus l'effondrement ukrainien va être rapide,
comme je vous le dis très régulièrement. Voilà. Alors maintenant, concernant l'économie, l'économie russe se porte toujours bien, comme le FMI l'a montré dans ces derniers chiffres. Je ne vais pas tous les rappeler, mais bon, l'économie russe se porte toujours bien. Évidemment, en Russie, il y a une inflation qui est toujours là. Le cours du rouble est regardé avec pas anxiété, mais avec grande attention par Moscou, puisque le rouble, là, pour Moscou, ne doit ni être trop élevé, ni être trop bas. Donc il y a un savant mélange à faire pour Moscou, là, présentement. Donc tout ça est en train d'arriver et au niveau économique aussi, eh bien, malgré les nouvelles sanctions américaines à la Chine continuera à livrer des armes à la Russie, bien évidemment. Donc Anthony Blinken a carrément donné des sanctions à la Chine pour l'envoi d'armes à la Russie. Alors évidemment, c'est un faux pas diplomatique, c'est grotesque. Étant dire ça, cela ne fait que braquer la Chine. Alors évidemment, là, la Chine en France a dit, oh oui, oui, pour Macron a dit, oui, oui, nous ferons attention avec les Russes. Oui, oui, nous enverrons moins d'armes, on fera attention avec la Russie. On se cantonnera que de petites choses à envoyer à la Russie, bon, etc. Xi Jinping a noyé le poisson, c'est typiquement chinois de faire cela. C'est-à-dire, les Chinois se moquaient perdument de ce que vient de dire Anthony Blinken. Alors imaginez-vous Macron. Alors tout ça, c'est pour enfumer la France, bien évidemment. Et je pense que nul n'est dupe. Parce que qui va arrêter la Chine de toute manière? La France a besoin de la Chine. Les États-Unis ont besoin de la Chine. Alors certes, les États-Unis ont plus besoin de la Chine que de la France. Et la Chine a plus besoin des États-Unis que de la France. Ça, c'est certain. Mais en tous les cas, au niveau économique, Xi Jinping continuera exactement comme d'habitude. Là, ils ont signé quelques traités avec les Français. Les Français sont contents, mais je pense que personne n'est dupe et Macron n'est pas dupe aussi. Tout ça, bon, c'était pour aider, on va dire, les entreprises françaises pour que ça continue avec la Chine. La Chine aussi en a profité économiquement. On a enrobé ça pour dire, hey, vous arrêtez de livrer à la Russie. Mais bon, la Chine a fait un tout petit acquiescement à la France, mais ça va continuer, bien entendu. Bref, et j'en arrête là pour la conclusion, on va passer à la carte militaire. Alors voici la carte militaire, alors on va commencer par les affaires d'ordre général avant de passer au front. Donc il y a eu des attaques massives sur les centrales électriques ukrainiennes par les Russes, donc à Lvov, à Ivano-Frankivsk, à Vinnytsia, à Poltava, à Zaporijie. Donc là, il y a eu des attaques sur les infrastructures électriques très importantes. Alors à cela s'ajoutent les attaques majeures des semaines passées dans l'oblast de Kharkov, spécialement trois infrastructures électriques, et principalement ici, qui ont été touchées. Donc à s'ajoutent toutes les nouvelles, hein, sans compter évidemment les coups sur les infrastructures électriques, les coups de missiles et de drones depuis plus d'un an maintenant. Donc évidemment, l'Ukraine est en manque d'électricité de manière criante. Donc là, cette fois, en Ukraine, il a été décidé que le soir, il y aurait quasiment plus d'électricité, et en particulier pour les entreprises. Donc ça commence à devenir très difficile au niveau électrique, et comme je le répète sans arrêt, on ne peut pas mener une guerre sans électricité massive, hein, et on ne peut pas mener une guerre qu'avec des groupes électrogènes. Donc je sais que je me répète, mais c'est très important à dire. Il y a eu une frappe sur un dépôt
pétrolier à Lugansk par un attaque MS, donc fait par Kiev. Donc là, c'est un dépôt pétrolier qui apparemment a pris assez cher, hein, d'après ce que j'ai vu. Donc là, c'est pas comme les attaques en Russie où là les Russes avaient pu se débrouiller dans le sens qu'elles étaient quand même bien défendues. Donc les dégâts étaient relativement mineurs. Là, apparemment, les dégâts sont assez importants. Je suppose parce que Lugansk n'a pas vraiment été touché de manière importante depuis le début de la guerre. Et donc les systèmes antiaériens étaient peut-être en sous-nombre. C'est possible. En tous les cas, c'est bien joué de la part des Ukrainiens. Je n'ai pas les détails, mais peut-être ont-ils envoyé des drones avant ce missile attaque MS. Mais en tous les cas, là, on peut dire qu'ils ont réussi leur coup. Alors maintenant, le front, on va commencer par le sud. Pour une fois, il y a des choses à dire, alors, mais bon, c'est pas majeur non plus, hein. D'après les rapports russes, il y a une organisation qui est en train de se faire pour faire une petite attaque pour essayer de traverser le Dniepr. Alors évidemment, ici, c'est ultra consolidé, vu que les Ukrainiens, pendant 1 an et demi, n'ont pas arrêté d'essayer de traverser, dont la traversée majeure a été sur Klinki. On en a parlé pendant 3 mois au moins d'affilée sur de Klinki. Là ils avaient mis le paquet, ils n'ont pas réussi. Là apparemment, d'après les rapports russes, ils vont faire des petites attaques, donc ce sera beaucoup moins important que Klinki, mais ils vont quand même essayer. Donc encore une fois, ce sont des attaques, ce que j'appelle des offensives de reconnaissance, entre guillemets. C'est que pour la communication, à part ça, aucun intérêt. Évidemment, ce sera vain. Dans la région d'Orerov, il y a toujours des attaques. Eh bien, c'est pour ça qu'il y a l'icône rouge qui montre que ça attaque, hein, bien sûr, à ne pas confondre avec cette icône rouge qui est sur une infrastructure électrique importante de Zaporojye. Je vous en ai déjà parlé il y a quelques minutes. Voilà, là, ça veut dire qu'il y a des zones de combat intenses, hein, l'icône rouge. Donc là, ça veut pas dire que les Russes essayent d'avancer. Là, les Russes n'avancent pas, là. Ils avancent pas, ils sont en pur défensif ici dans le sud. Alors pourquoi ils sont en pur défensif dans le sud? C'est parce que être en défensif demande beaucoup moins d'hommes qu'être à l'offensive. Donc là, ils profitent, ils sont purement en défensif afin d'envoyer le maximum d'hommes là où ils veulent percer pour l'instant, c'est-à-dire surtout dans le sud et un peu dans le nord. Alors je vous rappelle pour la énième fois qu'il y a une grosse armée russe ici qui attend depuis des mois et des mois. Donc ils avancent un petit peu, mais très peu. En aucun cas, par contre, ils utilisent tout leur potentiel. Donc c'est la défense agressive, je dirais, dans le nord. Par contre, là, dans l'oblast de Donetsk, là, c'est pas ça y est, là, c'est de l'offensive. Là, ils sont purement à l'offensive, les Russes, et vous allez voir avec un certain succès. Donc la forteresse d'Ougleda, alors la dernière forteresse du front, toujours en bleu, les Russes n'ont pas du tout avancé, donc en purement offensif. Là, beaucoup de batailles ici. Le but des Russes, c'est de prendre Kostiatinivka, bien sûr, afin de bloquer la route d'approvisionnement. Hein, donc, alors, vous allez me dire, elle est déjà bloquée ici, mais rien n'empêche d'approvisionner ici et de continuer ici. Hein, tout est possible. Hein. Alors, évidemment, c'est très difficile, mais bon, ça reste possible. Le but, c'est de bloquer complètement cette route d'approvisionnement, afin qu'Ougledar soit complètement bloqué au niveau réapprovisionnement. Donc il faudra que les Russes bloquent cette route et surtout qu'ils bloquent cette route afin qu'Ougledar ne puisse plus du tout être approvisionné. Bon, sinon sur Malinka, rien ne s'est vraiment passé.
Là, par contre, il y a eu une grosse avancée russe. Donc la semaine dernière, ils étaient là, les Russes. Donc on peut dire que Krasnogorivka va très bientôt tomber, hein, c'est imminent. Quand il y a une punaise rouge, ça veut dire qu'il y a une avancée russe notable. Alors là, sur Nevelskiy, bah là c'est l'inverse. Apparemment, mais ça reste à confirmer, là les Ukrainiens ont avancé. Les Russes étaient là, et donc les Ukrainiens auraient avancé. Donc là, faiblesse à confirmer russe. C'est pas confirmé, mais c'est probable. Alors là, c'est là où vraiment les Russes ont fait la plus grosse progression. Exceptionnellement, je vous ai mis les délimitations à peu près de la semaine dernière. Regardez tout ce qu'ils ont pris en une semaine. Trois avancées majeures ici, ici et ici. Donc Oumanskiy, ça y est, ça a été prise. Donc Yasnobrodivka, ça va être pris. Voilà. Et Sololovier, ça a été pris aussi. Donc c'est confirmé. Ocheretino, pareil, hein, ça a été confirmé, c'est pris. Donc là, il y a eu une énorme avancée russe. Pareil, bon là, je ne l'ai pas noté, mais en gros, ils étaient là la semaine dernière. Très grosse avancée russe. Et avancée dans le nord aussi ici, donc ici. Donc Alkanechki, ça a été pris aussi par les Russes. Donc là, on va dire 5 poussées par les Russes très importantes. Ils ont vraiment pris là, pour le coup, beaucoup de terrain. Là, on parle pas de 200 mètres, 300 mètres. Là, on parle de 10-20 km. Alors évidemment, les buts des Russes, c'est de prendre Pokrovsk, hein, qui est un hub ferroviaire et routier très important. Une fois qu'ils auront pris ça, ben, ça va être beaucoup plus facile pour atteindre évidemment les villes les plus importantes. Alors là, il y a deux écoles. Soit ils vont prendre Pokrovsk et ensuite se rabattre sur Kramatorsk. Ça, on ne sait pas. On ne sait pas où est-ce qu'ils vont continuer sur leur chemin, vu que là, il y a la route. Ça, on ne sait pas. En tout cas, pour l'instant, la grosse majorité va vers Pokrovsk. Ça, c'est obligatoire pour les Russes. De prendre Pokrovsk, c'est obligatoire. Et il y a des bataillons qui sont partis vers le nord pour aider sur Tchassiviar. Donc, dans une moindre mesure, mais là, c'est ce qui se passe présentement. Alors sur Tchassiviar, bon là par contre non, ça c'était la semaine dernière, ils n'ont pas fait de vraies avancées sur Tchassiviar, ça bataille vraiment sur Tchassiviar. Alors bon, Tchassiviar va tomber, bien évidemment, parce que là il y a déjà 3 semaines, le commandant de Tchassiviar disait que Tchassiviar allait tomber, de toute manière. Zelensky a décidé de faire exactement comme avec Bakhmout et Avdiivka, c'est-à-dire d'envoyer, de tout envoyer ici, de surtout pas perdre ce verrou. Tchassiviar est un verrou, c'est comme Ougledar, donc c'est un verrou extrêmement important qui, s'il tombe, va faire une autoroute vers Kramatorsk et Slaviansk, hein, c'est le Kramatorsk et Slaviansk, c'est le Graal des Russes depuis plus d'un an et demi, hein, comme je ne cesse de vous le répéter à chaque point sur l'Ukraine. Donc là, ils envoyaient tellement de force que bah, ça a freiné les Russes. Mais bon, les Russes avancent toujours. Alors, par contre, là, c'est quelques dizaines de mètres, hein, par jour, effectivement. Donc ça vaut pas le coup de le noter, hein. Ça vaut pas le coup de le noter pour quelques dizaines de mètres, ou même je note pas moi pour une centaine de mètres, hein. Je commence à noter sur plusieurs centaines de mètres, hein, mais pas pour si peu, hein. Parce qu'ils avancent, hein, bien entendu, hein, mais tellement peu que bon, je ne le note pas. Sur le chaudron de Civelle, ça bataille énormément. C'est pareil, ça ne change pas. Donc vraiment, on a l'impression que les forces ukrainiennes sont là, hein, sont vraiment là, hein. C'est-à-dire plus dans le nord.
moins au centre, et c'est peut-être pour ça que les Russes avancent si bien ici, hein. C'est-à-dire, plus on monte, plus les forces ukrainiennes sont importantes, hein. Donc vraiment, le fait que l'Ukraine pense que la grande offensive va venir du nord, je pense qu'ils l'ont vraiment en tête, les Ukrainiens. En tout cas, ça bataille énormément. Les Russes, plus on va vers le nord, plus c'est difficile, hein. Je parle pour les Russes ici. Là, les Russes font exprès vers le sud, ils sont défensifs. Voilà, leur concentration, c'est là. Bref, donc évidemment, Kupiansk, bon ben, grosse avancée, ici, dans la région de Kupiansk, puisque les Russes étaient là la semaine dernière, donc ils ont pris Klissivka et Kotlarivka, donc Kotla-Kivka, pareil, pardon. Donc là, ça va être, c'est une prise quand même importante, puisque ces deux localités ont été prises d'un coup. D'où la punaise rouge. Donc là, il y a vraiment eu une grosse avancée. Voilà. Donc sur Kalinovier, bah là, ça bataille toujours très fort. Évidemment, la prise de Kupiansk sera extrêmement symbolique. Évidemment, quand Kupiansk sera tombé, ce sera un signal très 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 fort pour les Ukrainiens, encore plus fort que Bakhmut, parce que Kupiansk, c'est une ville assez importante. Alors, maintenant, vers le nord, on en a déjà parlé. Alors là, vous voyez que bon, bah, les Russes ont fait une offensive et ont avancé. Alors c'est pour ça que j'ai mis les punaises rouges. Donc là, ils ont pris tout ça. Donc c'est très important. Alors là, je voulais parler de Kharkov, parce que les journalistes, quoi, les médias occidentaux n'arrêtent pas de dire ah, les Russes veulent prendre Kharkov, ils veulent prendre Kharkov. Oui, ils veulent prendre Kharkov, mais pas avec des troupes. Ils vont pas entrer dans Kharkov, bien entendu. Donc ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont mettre Kharkov en état de siège, bien évidemment, et soit la population qui voudra partir partira, soit ils resteront, mais en aucun cas il y aura de grandes batailles à Kharkov. Kharkov va pas finir comme un champ de ruines à l'image de Bakhmut ou d'Ocheletino et d'autres, hein. Non, hein. Donc c'est bien sûr qu'il n'y aura jamais de grande bataille à Kharkov. Par contre, un état de siège, oui, c'est comme ça que l'on fait depuis que le monde est monde, hein, dans des grandes villes. Hein, on ne va pas à l'intérieur puisqu'on veut conserver la ville plus ou moins intacte, mais on l'assiège. Voilà, donc manque d'électricité, manque d'approvisionnement par un siège, tout simplement. Et la ville tombe comme un fruit mûr. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je rappelle que l'oblast de Kharkov fait partie des oblasts que les Russes veulent. Donc ça, c'est une certitude. Donc à minima, les Russes prendront Kharkov, Mykolaïev et Odessa. Ça, c'est à minima. Et puis, il y a des chances qu'ils prennent l'oblast de Dnipropetrovsk, hein. Ouais, oui, cet oblast aussi, hein. Ce serait bien possible, hein. Voilà, nous verrons bien. Nous verrons bien. En tous les cas, voilà ce qu'on pouvait dire sur la carte militaire. Et ce seront mes derniers mots. Alors si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire. C'est important pour moi. Éventuellement un petit don. Lien dans la description. Merci à tous de votre soutien à cette chaîne. Et toujours, soyez curieux.